Look, Bumble knows you're exhausted by dating. All the must not take yourself too seriously and 6'1" since that matters. And what do I even say other than hey? Well, that's why they're introducing an all-new Bumble with exciting features to make compatibility easier, starting the chat better, and dating safer. They've changed, so you don't have to. Download the new Bumble now. Paris, 1905, le rideau de velours s'ouvre lentement. Les murmures des spectateurs s'estompent peu à peu. Des faisceaux colorés sont projetés sur la scène. La musique commence, elle est douce et envoûtante. Les spectateurs retiennent leur souffle, impatients de découvrir la danseuse dont tout le monde parle. Surgissant des ténèbres, vêtue d'une simple tunique blanche, elle apparaît. Les projecteurs illuminent son visage aquilin, encadré par de longs cheveux bruns. La femme commence une improvisation de danse. Parmi les spectateurs, une jeune fille aux yeux émeraude observe la danseuse avec admiration. Sur scène, elle s'avance lentement, ses bras tendus devant elle. Ses mains s'ouvrent et se ferment au rythme de la musique. Puis elle se retourne vers la gauche, la tête inclinée, les yeux fermés. Sa tunique blanche se soulève avec grâce au gré de ses mouvements. La danseuse commence à tournoyer sur elle-même avec aisance, puis elle s'arrête soudainement, les bras tendus vers le haut, les doigts écartés, comme pour toucher le ciel. Le cœur de la jeune fille aux yeux émeraudes est transporté par l'émotion. Une vague de frissons parcourt son corps. Elle réalise qu'elle assiste à une performance qui va révolutionner le monde de l'art. Bonjour, je suis Andrea, bienvenue dans True Story. Dans cet épisode, je vais vous parler d'une femme qui a révolutionné le ballet classique. C'est une des pionnières de la danse moderne. Cette femme hors norme a suivi son propre chemin en dépit des conventions sociales de son temps. Son nom, Isadora Duncan. De sa naissance à sa mort tragique, découvrez sa True Story. San Francisco, en Californie, 1877. Marie-Dora Gray et Charles Duncan accueillent leur 4e enfant, une petite fille nommée Isadora. Quand elle a 3 ans, ses parents se séparent et sa mère déménage à Oakland. Isadora fréquente l'école pendant un temps, mais son caractère anticonformiste la pousse rapidement à arrêter ses études. Alors avec sa sœur, elle donne des cours de danse aux enfants du quartier pour aider financièrement leur mère qui élève seule ses 4 enfants. Adolescente, Isadora réalise qu'elle veut faire de la danse son métier et décide de poursuivre sa passion. En 1895, elle s'essaie brièvement au théâtre à New York, mais l'expérience ne la satisfait pas. Elle part alors travailler comme danseuse à Londres. Alors qu'elle est en train de se promener dans les rues londoniennes, la pluie s'abat sur la ville. Isadora décide de trouver refuge dans le monument qu'elle aperçoit. Elle découvre alors qu'il s'agit du British Museum. Elle s'aventure dans les galeries du musée et s'arrête devant les sculptures grecques. Les visages des statues semblent la fixer. Les drapés des vêtements se dessinent en finesse et en légèreté. Elle s'approche et observe chaque courbe, chaque muscle. Ses yeux s'attardent sur les corps élancés, aux postures si expressives et harmonieuses. La jeune danseuse reste là, immobile, comme hypnotisée. Elle ressent une émotion indescriptible, la simplicité de l'Antiquité la submerge. Elle se laisse bercer par cette inspiration artistique et s'imagine déjà une danse nouvelle, une danse sans artifice ni contrainte, aussi pure que ses sculptures. La découverte de l'art grec est pour elle un véritable tournant dans sa carrière. En 1900, Isadora découvre Paris pour la première fois. La jeune Américaine arrive avec sa fratrie, émerveillée par la capitale. Cette ville de la culture et des arts est l'endroit idéal pour une danseuse en quête de reconnaissance. Très vite, elle accède à de petits salons parisiens où elle se produit dans son style inspiré de l'Antiquité grecque. Isadora rejette les mouvements rigides et précis de la danse classique
pour adopter une expression corporelle plus libre et naturelle. Elle danse pieds nus, vêtue d'une simple tunique qui suggère son corps dans toute sa vulnérabilité. Cette audace choque et fascine son public qui n'a jamais vu une telle chose auparavant. En l'espace de quelques mois seulement, Isadora connaît un succès fulgurant dans la ville lumière. Elle se produit lors de récitals privés, souvent accompagnée du pianiste Maurice Ravel. Ces spectacles accueillent désormais des personnalités prestigieuses telles que Anna de Noailles ou Auguste Rodin. Quelques années plus tard, Isadora voit sa renommée se propager au-delà des frontières françaises. Elle devient rapidement une étoile montante, adulée et demandée dans toute l'Europe. Lors de sa tournée européenne, Isadora Duncan est accueillie avec enthousiasme dans chaque ville qu'elle visite. À Monte-Carlo, elle se produit dans une salle de spectacle ornée de dorures et de lustres scintillants. Le public, emmitouflé dans leurs riches manteaux de fourrure, assiste ébahi à son spectacle. À Vienne, la ville berceau de la valse voit en elle une révolutionnaire qui bouscule les conventions de la danse. Qu'importe la ville où elle passe, les applaudissements et les acclamations sont assourdissants. Mais si ces spectacles font un carton, Isadora Duncan a toujours une passion pour l'enseignement de la danse. Grâce à son succès, elle réalise un rêve. En décembre 1904, Isadora fonde sa première école de danse. Seulement 20 élèves sont autorisés à intégrer l'école, qui est entièrement gratuite. Elle installe son établissement à Grunewald, en Allemagne. Lors de son premier cours, Isadora ressent une certaine excitation. Dans la salle de danse de l'école, l'atmosphère est sereine. Isadora demande à ses étudiantes de fermer les yeux et de se concentrer sur leur respiration. La musique commence alors à jouer et Isadora encourage ses élèves à se laisser guider par leur instinct. Les étudiantes sont un peu hésitantes au début, mais peu à peu, elles se laissent emporter par la musique. Elles laissent leur corps s'exprimer librement, sans se soucier des règles. Isadora danse avec elles et les encourage à exprimer leurs émotions les plus profondes. Les mouvements se font plus intenses, plus fluides, plus expressifs. Isadora leur montre comment chaque geste peut raconter une histoire, transmettre une émotion. Le cours terminé, les élèves reprennent leur souffle. Elles ont découvert une nouvelle dimension de la danse où chaque mouvement peut devenir une forme d'expression de leur singularité intérieure. Ces jeunes femmes, surnommées les Isadorables, vivent une expérience incroyable et font plus de 70 représentations aux côtés de leurs professeurs. Après avoir fondé sa première école de danse, Isadora devient une artiste reconnue dans le monde entier. En 1908, elle entame une tournée triomphale aux États-Unis. À New York, la ville qui ne dort jamais, la jeune femme est accueillie en grande pompe. Les journaux locaux ne tarissent pas d'éloges sur cette artiste hors du commun. Isadora se sent fière et heureuse, mais aussi un peu nerveuse. Elle veut donner le meilleur d'elle-même pour représenter son pays. Les salles de spectacle sont pleines à craquer, la foule se presse pour assister à ces représentations. Et quand Isadora entre en scène, tout le monde est subjugué. Elle danse avec passion, dégageant une énergie électrique qui envahit la salle entière. Les performances d'Isadora réussissent à conquérir le public américain. Elle donne des représentations à guichets fermés dans des théâtres prestigieux tels que le Metropolitan Opera House. Même le président Theodore Roosevelt assiste à l'un de ses spectacles. Cette tournée est une véritable consécration pour la danseuse. En 1916, elle poursuit sa conquête du monde artistique avec les pays d'Amérique latine où elle est tout autant acclamée et admirée. Cependant, malgré tous ses succès, une ombre plane sur son destin. Après la fin de la Première Guerre mondiale, Isadora retourne à Paris pour donner des représentations dans les appartements haussmanniens. À cette même période, Isadora revendique haut et fort ses convictions socialistes et son attachement au communisme. Ces idéologies la conduisent peu à peu vers la Russie socialiste. Ainsi, en juillet 1921, elle ouvre une nouvelle école de danse à Moscou. Mais dans des pays dominés par le capitalisme, ses opinions politiques dérangent. Isadora voit alors sa popularité chuter. Dans une ultime tentative de renouer avec son public, Isadora Duncan commence à écrire ses mémoires en 1926. Malheureusement, le livre ne connaît pas le succès escompté et marque la fin de sa carrière.
Sa carrière terminée, Isadora partage son temps entre Paris et Nice. Le soir du 14 septembre 1927, sa vie s'arrête tragiquement. Benoît Falchetto, un pilote automobile, invite la danseuse à essayer sa nouvelle voiture décapotable. Isadora accepte l'invitation. Pour se protéger du vent, elle enroule une écharpe autour de son cou. Cependant, en démarrant la voiture, le vent fait voler un pan de l'écharpe qui se coince dans les cieux de la roue arrière gauche. Isadora est étranglée et éjectée de la voiture. Elle meurt sur le coup. Malgré sa fin prématurée, Isadora a changé à tout jamais le monde de la danse en brisant les règles de la chorégraphie classique. Elle a ainsi inspiré des générations de danseurs et de danseuses, et son influence est encore visible aujourd'hui dans de nombreuses formes d'expression corporelle. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story, écrit par Clémence Setti, réalisé par Gautam Choukla et Antoine Berry-Roger. La semaine prochaine, je vous parlerai d'un lieu en pleine mer où les gens disparaissent mystérieusement. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast préférés.